Hello les copains, je dis les copains parce que je sais il n'y aura que mes potes qui vont regarder. Voilà, je voulais tourner cette vidéo pour faire une review de mes lectures de février. En fait c'est un bilan un peu compliqué parce qu'il y a eu pas mal de lectures abandonnées. J'espère aller vite, je sais pas combien de temps ça va prendre et j'ai très peur et j'en suis désolée d'avance. Alors pour ma première lecture qui a été abandonnée, j'ai lu Le Prince Captif, le tome 3 de C.S. Paca je crois. En fait j'avais déjà lu les deux premiers tomes en janvier et arrivé à la fin du deuxième tome j'étais en mode c'est trop pour moi. Je sais pas si j'en ferai une vidéo juste pour râler dessus parce que j'ai une relation un peu compliquée, très négative globalement mais quand même compliquée, un peu nuancée avec cette série là et j'aimerais bien en faire une vidéo pour, voilà, pour m'exprimer dessus. Du coup je pense que je vais pas développer trop sur mon avis du tome 3, d'autant plus que j'ai abandonné. En fait au début je voulais ne pas lire le tome 3 parce que déjà je le trouvais nulle part et je voulais pas l'acheter, je voulais pas donner mon argent pour ce genre d'histoire, mais j'étais curieuse parce qu'il y a un des protagonistes qui me plaît bien, Laurent, parce que Laurent c'est un bad bitch tu vois et j'aime trop en fait. J'aime bien son côté manipulateur, vicieux, c'était assez attrayant. Est-ce que attrayant ça sonne? Ouais, attrayant. Je l'assume, il était attrayant. Du coup je voulais voir la suite et la première partie c'est bien parce que le statut de la relation entre les deux protagonistes était vraiment intéressante et il y avait une dynamique, voilà, c'est glauque, hein, c'est malsain. Mais j'aimais bien parce que ça semblait assumé, c'est plutôt original. Mais après ça devient assez niais et ça tombe dans un happy ending, enfin j'ai vraiment l'impression que ce soit comme ça. J'ai perdu mon intérêt, enfin Laurent il est devenu tellement niais, il est devenu doudou. L'autrice emprunte le chemin du non mais le mec en fait il a un passé difficile, c'est pour ça qu'il est comme ça, mais en vrai c'est un bon dirigeant, c'est un bon prince, il est super gentil, super compatissant. Et moi je suis en mode non je veux pas ça en fait. Genre je voulais que Laurent il reste un bad bitch, tu vois, qu'il reste hyper cruel, enfin hyper impitoyable. Du coup j'avais l'impression que l'autrice justifiait son comportement des deux premiers tomes, surtout dans le premier tome qui m'a trauma parce que j'étais en mode mais c'est dégueulasse en fait ce qu'il fait subir à l'autre protagoniste. Du coup j'ai abandonné et j'ai la flemme de reprendre parce que moi mon intérêt principal pour ce livre là c'était Laurent. C'était ce personnage vraiment très controversé, vraiment très pénible et assez cruel. Je finirai peut-être parce qu'il me reste je sais pas trop combien de chapitres, je sais même pas. Parce qu'en fait du coup je l'ai pas dit. Mais je le lis de façon pas très légale. Voilà, j'ai trouvé un bon signe pour ça. Et voilà. Du coup il n'y a pas vraiment de nombre de chapitres ou quoi, je sais plus trop. Mais parce que j'ai pas envie de donner mon argent franchement. Ensuite j'ai lu le livre qui a vraiment marqué mon mois de février, qui va sûrement marquer mon année 2022 vu comment j'ai été bouleversée, comment j'étais traumatisée. Il s'agit d'une vie comme les autres de Anya Yanagihara. Faudrait peut-être que je le prenne. Non j'ai trop la flemme, je l'afficherai peut-être. Non je vais le prendre, attends. Alors voilà. Oh mais du coup il va être à l'envers là parce que moi je suis en selfie. C'est pas grave, parce que de toute façon je vais lui accorder une vidéo entière pour lui rendre hommage parce que j'ai tellement de choses à en dire, à déverser et je pense que faire une vidéo ça me permettra un peu de me défouler parce que je sais pas avec qui parler. Je peux pas conseiller vraiment ce livre à des gens pour qu'on puisse en discuter parce que c'est un livre très dur, mais en fait il y a plein de livres durs par exemple qui parlent d'abus, c'est pas des choses agréables à lire mais ce genre de livre je peux les conseiller parce que tant que ça trigger pas trop les gens, c'est par exemple des témoignages qui sont hyper intéressants à lire pour se sensibiliser à ce sujet. Mais ce genre de livre là c'est très dur, c'est très éprouvant émotionnellement, je développerai plus dans ma vidéo, mais c'est vraiment le livre je pense le plus triste que j'ai pu lire. Il a cette réputation d'être l'un des livres les plus tristes et j'avoue que en voyant cette réputation là j'avais des préavis en mode ouais c'est trop en fait, je vais pas aimer, je vais être déçue quoi parce que je vais trop en attendre et ce sera trop lourd parce qu'il y a beaucoup de trigger warning à considérer. Mais en fait j'ai tellement été bouleversée par les personnages et j'ai tellement été bouleversée par l'humanité autour de ce livre que
Waouh, en gros, grosso modo, on suit une bande de 4 amis à New York qui ont des aspirations différentes et on suit plus particulièrement le protagoniste Jude. On va découvrir d'où vient son profond mal-être d'aujourd'hui et en fait on va les suivre tout au long de leur vie, enfin de leur vie d'adulte. C'est une épopée en quelque sorte, tu vois, c'est une épopée émotionnelle, psychologique, très humaine. Il n'y a pas beaucoup d'action, c'est surtout psychologique, genre on plonge dans l'histoire, dans l'état mental de Jude, on décortique tout ça. C'est un personnage... c'est... en fait... Je saurais pas quoi dire, je me réserve tout pour ma vidéo spéciale. J'aimerais conseiller ces livres pour qu'on rencontre Jude parce que c'est un personnage qui est devenu très important pour moi, qui est un peu devenu un personnage auquel je m'identifie, un personnage doudou, et c'est très bizarre de dire ça parce que c'est le personnage qui te traumatise en fait, il te déchire le cœur par tout ce qu'il vit et par son humanité et par ce qu'il transporte comme message, et ça peut te détruire si on est mal dans sa peau, si on est mal psychologiquement. Faut pas lire ces livres, vraiment pas. Déjà que moi j'ai pas de problèmes mentaux ou quoi, mais ça m'a vraiment mis dans un état d'esprit assez dur à supporter. Et juste mention spéciale à l'amitié qui est développée dedans, et c'est ça qui m'a conquise dès les premières pages parce que tu sens vraiment à travers l'amitié, à travers comment sont développés les liens entre les 4 amis, l'humanité dont fait preuve l'autrice dans sa plume, cette simplicité à la fois tellement attendrissante, délicate mais poignante, qui saisit vraiment avec réalisme l'essence des personnages, et c'est très beau. Bref, voilà, je vais parler de d'autres livres parce que sinon je vais pas y arriver. J'ai lu L'enfant unique de Shin-chan. Je sais même pas si je respecte bien les tons de son prénom. Bref, L'enfant unique en fait c'est un peu un compte rendu de l'autrice sur les rencontres qu'elle a fait avec des enfants uniques, avec cette génération d'enfants uniques, sur l'impact que cette politique en fait a eu sur eux, sur leur éducation, sur leur vision du monde, sur comment ils appréhendent la société, leur place dedans, etc. C'était super intéressant parce que du coup on voit les différentes perspectives. Après elles se rejoignent un peu genre sur le fait où ils ont toujours été choyés, ils ont toujours été chouchoutés par leurs parents parce que ils étaient l'enfant unique, tu vois, ils étaient un peu le trésor de la famille et du coup ils pensaient que tout leur était dû. Alors il y en a au niveau de cet amour très profond qui ressort de leurs parents, ça fait qu'ils manquaient par exemple d'indépendance, ils savaient pas faire grand chose même à l'âge adulte. Il y en a d'autres où ils se sentaient oppressés, se sentaient étouffés par cet amour là, du coup ils ont essayé de se prendre en main le plus vite possible en partant à l'étranger ou quoi. Il y avait ce conflit entre les valeurs, entre le fait de s'occuper de ses parents, tu sais, le confucianisme, la piété filiale et tout, et le fait de rendre honneur à ses parents pour tout ce qu'ils ont fait pour nous, et le fait de vouloir notre indépendance. Du coup tu pars et tu fais ta vie sans tes parents, sans vraiment garder contact avec eux parce que t'en as marre quoi, et du coup ça fait de la peine à tes parents, et on voit en fait ce conflit entre ces valeurs d'indépendance et de rachat en fait, de remboursement de dettes envers les parents. Et aussi au niveau de la perception de l'autrice, parce que elle en fait elle est mariée à un anglais, elle vit en Angleterre je crois, ouais elle vit en Angleterre, et du coup elle a un peu ce mix entre la vision traditionnelle de la société héritée de son éducation traditionnelle chinoise et sa vision occidentale, et du coup parfois elle est assez surprise du comportement des jeunes chinois d'aujourd'hui, comment voilà, ils se positionnent par rapport par exemple à la question de la sexualité, de l'éducation, de la liberté, de l'indépendance, et voilà c'était très intéressant les témoignages. C'est juste que après ça devenait un peu répétitif et j'étais plus trop dans le mood, je voulais un roman fictif, un vrai roman tu vois, du coup c'est pour ça que j'ai abandonné, mais vraiment c'est un livre que je conseille parce que c'était très intéressant aussi pour apprendre plus au niveau de la culture chinoise, de comment ils sont formés. Ensuite j'ai lu Pour l'amour du pho de Luan Li. J'aurais pu attendre qu'il sorte à la médiathèque, mais là je voulais vraiment supporter, ouais. Je voulais vraiment soutenir l'autrice, comme c'est une autrice d'origine vietnamienne qui apparemment dans son livre parle de thèmes qui me parlent, comme la migration, enfin c'est pas moi qui ai migré mais c'est ma famille, la mixité culturelle occidentale, asiatique. Je me suis dit j'étais quand même capable de juger si c'était bien abordé, si c'était
pas superficielle, mais après je m'étais dit c'est quelqu'un qui a vécu ce genre de choses qui en parle, du coup j'étais sûre que ça allait quand même résonner. C'est l'histoire de deux familles vietnamiennes qui possèdent deux restos vietnamiens différents. Ils sont en compétition, ils sont en conflit. Dans ces deux familles, il y a une fille et un garçon. T'as le garçon qui, c'est un gentil garçon, il est trop mignon, il est tout doux, il sait pas trop quoi faire de sa vie, tu vois, il veut pas trop décevoir ses parents. Et de l'autre côté, il y a Lynn qui est la fille de la famille, de l'autre famille vietnamienne. Elle souffre de la comparaison qu'on fait d'elle avec sa grande sœur, qui est sa grande sœur. Elle a une carrière scientifique hyper épanouie, elle est super sociable. Et Lynn, elle est plus introvertie, elle dessine beaucoup, elle aimerait travailler dans l'art, elle aimerait s'épanouir dans l'art. Sauf que pour ses parents, dans l'art, tu peux pas t'épanouir parce que c'est un chemin incertain, c'est une voie qui est beaucoup trop risquée à leurs yeux. Lynn, elle sait pas trop comment dire à ses parents que sa véritable ambition, c'est de suivre la voie de l'art. Le mec et la fille, ils savent pas trop d'où viennent cette rivalité entre leurs parents. Et plus tard, ils vont avoir l'opportunité de se rencontrer et de nouer des liens. Alors après, c'est une romance, hein. Moi, au début, je pensais que ce serait un truc enemies to lovers. Je pensais qu'au début, ils se détestaient, ils apprennent à se connaître, mais en fait, non, c'est juste au début, ils avaient déjà pas de préjugés l'un vers l'autre, ils étaient déjà ouverts à développer des liens. C'est bien aussi le fait que, voilà, ils se prennent pas la tête et que, voilà, ils sont délivrés de préjugés ou quoi. Après la romance, pour moi, elle s'est développée assez vite, hein, tu vois, genre moi j'aurais préféré qu'ils soient amis d'abord, parce que là c'était vraiment de l'attirance directe. Après je peux comprendre parce qu'en vrai le garçon il est trop mignon et la fille aussi elle est toute choupie, tu vois, et du coup c'est des personnages que j'ai trouvé attachants, donc la romance en vrai m'a pas dérangé plus que ça. Ce que j'ai aimé aussi au niveau de la romance, c'est que ça tombez pas dans les clichés qui auraient pu arriver dans ce genre de moment, par exemple des quiproquos, des dramas où ils arrêtent pas de se disputer. Ils ont réussi à communiquer, à mettre les choses à plat. Après il y a quelques petits dramas par la suite, mais c'est des dramas compréhensibles, tu vois. C'est pas saoulant, c'est pas forcé, c'est pas là pour faire du angsty, tu vois. Le angsty ça se situe avec les parents et c'était bien développé. Après ça résonnait en moi de façon un peu personnelle, du coup j'étais en mode c'est bien. Genre je me sens représentée, je me reconnais dans les personnages, mais quand c'est trop personnel, du coup ça te renvoie à tes problèmes personnels et t'es en mode ouais. Au niveau de la culture vietnamienne, comment c'est représenté, ce que j'ai bien aimé, c'est que en fait, du coup, t'avais les personnages qui parlaient en vietnamien et c'était retranscrit en vietnamien, c'était pas forcément traduit. Après, vous pouvez deviner selon le contexte ou les réponses traduites des autres personnages. Moi, je lis pas le vietnamien, mais j'arrivais à deviner, je faisais le lien avec les expressions qu'utilise ma famille. Ça permettait de s'immerger plus dans la culture vietnamienne et de la représenter plus. Je me suis vraiment beaucoup reconnue, que ce soit au niveau des relations avec les parents, comment sont dépeints les parents, leur vision des choses, cette pression au niveau des études, au niveau personnel. Et aussi c'était un récit assez beau pour rendre hommage aux immigrants, parce que du coup il y a la question du racisme, la discrimination auquel ils font face. C'est assez secondaire, ça prend pas tout le roman, du coup c'est pas lourd et c'est pas le principal sujet. Il y avait un épisode avec le racisme qui était vraiment bien fait et qui m'a touchée. Les migrants vietnamiens, on n'en parle pas trop, mais c'est souvent des personnes courageuses. Après c'est du fait de mon histoire personnelle, parce que je sais que les personnes qui ont immigré dans ma famille, c'est des personnes courageuses, et du coup ça résonnait en moi et ça m'a mis les larmes aux yeux et j'étais en mode ouais, c'est bien en fait de mettre en avant le combat de ces personnes-là. Du coup j'étais très contente en fait que ça mette en avant l'héroïsme complètement de ces personnes-là, de ce qu'ils ont dû sacrifier, genre les séparations avec les familles, le fait de devoir bouger d'un pays à l'autre et de devoir s'adapter, et encore, ils peuvent encore être discriminés, ils peuvent encore être traités comme des étrangers, alors que le parcours, enfin c'est juste incroyable, c'est des héros, tu vois, ils ont migré pour sauver leur famille, quoi, enfin bref, c'est très beau. Au niveau de la famille aussi, ce que j'ai aimé, c'est les relations avec les parents, parce que les parents ils sont durs, ils sont stricts au niveau des études, mais en dehors de ça tu sens l'amour qu'ils ont pour leur enfant. Tu sens que malgré ça, malgré ces petits conflits, malgré ces petites déconnexions entre leurs valeurs traditionnelles et les valeurs plus libéralistes et plus indépendantes de leurs enfants, ils se vouent un amour très sincère en fait. Du coup il y avait des moments qui m'ont vraiment émue jusque là. Ah, j'ai faim. Il est 10h41, j'ai trop faim. Ensuite, Ce que murmure le vent de Amy Harmon. Alors Amy Harmon, c'est une de mes autrices préférées. C'est pour moi l'autrice qui a... Enfin, avant que j'ai découvert Anya Yanagihara, Amy Harmon c'était sûrement l'autrice qui avait la plume la plus puissante pour moi, qui avait la plume qui me bouleversait le plus. J'ai lu 3 de ses romans, j'ai lu Nos faces cachées,
Le chant du cœur et la loi du cœur. À chaque fois que je sortais de ces romans-là, même s'il n'y avait pas tout qui m'avait plu, parce qu'essentiellement c'était une histoire d'amour, et l'histoire d'amour en général ça me plaisait pas trop, enfin ça me faisait lever les yeux au ciel parfois. Du coup voilà, c'était moyen, j'avais un avis assez mitigé. Mais en fait, autour de ça, il y avait une histoire tellement humaine, tellement poignante, tellement amère, que chaque fois que je ressortais d'un de ces romans, j'avais vraiment la gorge mais compressée, les entrailles nouées, le cœur mais gorgé d'émotions, et j'avais envie de pleurer à des moments random. Parfois je pleurais les personnages, l'humanité en eux, c'était un truc de dingue. Vraiment, nos faces cachées, notamment il y a un personnage dedans, c'est un de mes personnages préférés ever de tous les romans, ça, il m'a tellement inspiré. Enfin bref, nos faces cachées, wow. Du coup j'ai lu Ce que murmure le vent, qui est un roman récent. En fait les autres romans que j'ai lu d'elle c'était en young adulte, et là c'est un roman adulte. Du coup je savais pas trop comment j'allais appréhender la chose, parce que je me suis dit ça va être un peu différent. C'est une histoire de voyage dans le temps. En gros c'est une femme qui a un héritage irlandais, mais elle est américaine, mais elle est très proche de son oncle, de son grand-père qui est irlandais. Et malheureusement dès le début, son grand-père meurt, et elle se retrouve toute seule. Elle va en Irlande pour remplir la promesse qu'elle a faite à son grand-père, à savoir disperser ses cendres dans un certain lac. Et là elle est sur son petit bar pour disperser les cendres. Il se passe des choses, elle se fait tirer dessus et elle sombre dans le lac, et elle se fait sauver par un homme du passé de son grand-père, du coup dans les années 1917 ou quoi. Elle réalise que elle a fait un voyage dans le temps, qu'elle est revenue au temps où son grand-père était encore un enfant, et où c'était le contexte de guerre entre les Anglais et les Irlandais, je crois pour l'indépendance de l'Irlande. Du coup en fait elle se retrouve, elle, à revoir son grand-père, mais quand il était enfant. Elle s'appelle Anne d'ailleurs. En fait Anne, comme elle partage le même nom, le même prénom que son arrière-grand-mère, du coup la mère de son grand-père, et qu'elle est le sosie de cette arrière-grand-mère, en fait on la confond avec elle, et elle se retrouve dans le rôle de la mère de son grand-père, mais quand il était petit, tu vois. Et alors déjà ce fil narratif, ça a eu un potentiel pour me bouleverser, parce que du coup il y avait des moments où il y avait des parallèles entre ce que elle a appris en tant que petite fille de son grand-père, et elle là ce qu'elle apprend, ce qu'elle transmet à son grand-père mais quand il est enfant. Du coup ça fait un cycle. Il y a quelque chose de profondément nostalgique et mélancolique je trouve dans ce cycle là, le fait qu'elle transmet ce que en fait son grand-père plus tard lui a transmis, et j'ai trouvé ça tellement beau, parce que surtout du coup elle s'occupe de son grand-père quand il était enfant. Du coup il y a cette relation maternelle qui était trop choupi, vraiment c'était trop mignon, et c'était tellement pur. À côté de ça, du coup t'as une romance. Alors la romance en fait c'est avec le père adoptif en quelque sorte du grand-père. En vrai c'est pas problématique, parce que là dans leur passé ils ont le même âge, tu vois, ils ont une trentaine d'années, mais c'est le fait de se dire le père adoptif du coup il est tombé amoureux de la petite fille de son fils adoptif, alors que oui, en vrai ils se sont jamais connus. Dans le présent, le mec il est mort depuis longtemps, tu vois. Mais genre ça m'a un peu perturbée, même quand après ils apprennent la vérité. En vrai ils sont pas plus perturbés que ça. Ils plaisantent sur ça en mode haha, en vrai moi je suis plus vieux que toi. Genre j'aurais pu être ton arrière-grand-père ou quoi. Et moi je suis en mode ouais. D'autre côté aussi je comprends l'amour qui se développe, parce que le mec il est trop mignon, tu vois. C'est un bon gars. Voilà, c'est la romance, et j'aime pas trop la romance. En fait dans la deuxième partie du roman ça a pris un peu le dessus sur la relation maternelle avec le grand-père qui est enfant. Je sais plus son prénom du grand-père, mais comment il s'appelle déjà? Mais ça fait même pas une semaine que je l'ai lu et j'ai oublié. En fait l'amour il était très idéaliste, et c'est ce genre de choses j'aime pas trop. J'aime bien quand c'est secondaire, et là c'était vraiment l'histoire d'amour qui était l'essence du roman. Du coup ça m'a saoulée. C'est juste c'est un manque d'affinité, un manque de connexion, et c'est pas ma faute quoi, c'est comme ça. Après autour de ça il y a le contexte de la rébellion, de la révolte irlandaise contre les Anglais pour garder leur indépendance et tout. Et je me sens mal, parce qu'en vrai c'est passionnant, parce que c'est un contexte historique qui est peu développé dans la littérature, qu'on rencontre pas forcément, tu vois. Mais c'est juste que moi j'étais pas dans le mood en fait. Du coup pour moi il y avait pas mal de longueur, j'ai fini par zapper, par lire en diagonale pas mal de moments. Et du coup je me suis sentie de plus en plus déconnectée des personnages, de l'histoire. Ce que je voulais voir c'est à la fin ce que ça allait me procurer, parce que en général à la fin c'est très amer. En fait ce que j'aime bien avec les fins d'Amy Herman c'est que ça me bouleverse par cette amertume
avec ces notes d'espoir. Genre c'est pas une fin totalement triste parce qu'il y a ces notes d'espoir, mais le fait que ça a été tragique, il y a des éléments dramatiques, fait que ces notes d'espoir, il y a cette amertume et à chaque fois ça me prend à la gorge et c'est génial. Et je voulais voir si ça faisait dans Ce que murmure le vent. Dans la première partie de la fin, ça m'a fait ça. Ce que ça en ressortait, ça m'a pris au trip, tu vois, alors que bah en vrai j'ai pas suivi tant que ça le roman, et le fait que la fin arrive quand même à m'émouvoir comme ça, c'était fort parce que il y avait des fils scénaristiques. Franchement c'était bien fait, c'était très beau et j'étais contente. Mais après à la fin il y a un élément scénaristique, je voulais pas. Je voulais pas, pour moi c'était trop. Et pour moi ça a gâché l'émotion en fait. Genre j'ai vu ça, j'étais... Ah d'accord, j'ai faim. Et enfin pour mon dernier roman que j'ai lu un livre que j'avais commencé il y a 2 ans. En fait j'étais à Taïwan et dans ma fac il y a la bibliothèque. Oh, la bibliothèque elle est trop géniale parce qu'en gros t'as une section où t'as des romans en chinois et t'as un autre étage où t'as des romans en anglais. Pas tout l'étage hein, mais t'as quand même une bonne section où t'as des romans en anglais et t'as de bons romans. Et du coup il y avait Et ils meurent tous les deux à la fin que je voulais lire parce que j'en avais entendu énormément parler. Du coup j'avais commencé Et ils meurent tous les deux à la fin et je pense que c'est au niveau de l'anglais, j'étais pas trop à l'aise et je voulais pas forcément lire, du coup j'ai arrêté. C'est l'histoire d'une société plus futuriste où tu peux recevoir un message qui te dit tu vas mourir dans ces prochaines 24 heures. Tu sais pas quand, peut-être dans la minute après, peut-être dans longtemps, peut-être au bout de ces 24 heures, mais tu vas mourir. On suit 2 personnes, 2 jeunes de 17-18 ans. Ils vont recevoir ce message via une application, ils vont se rencontrer et ils vont décider de passer ces 24 heures là ensemble pour voilà, s'encourager mutuellement, pour voir comment ils vont passer ces dernières 24 heures, ce qu'ils veulent faire pour pas vraiment avoir de regrets. Du coup pour les personnages, on a Matteo qui est quelqu'un qui sort vraiment pas de chez lui, enfin qui est très introverti, qui préfère rester dans son monde, qui prend pas de risques. Il est très comme moi en fait, du coup je me suis reconnue en lui. Et il est très proche de son père, qu'il considère comme son meilleur ami, mais qui malheureusement là est dans le coma, ce qui est du coup encore plus tragique parce que ça veut dire que peut-être quand il va se réveiller un jour, il va découvrir que son fils est mort s'il se réveille pas à temps pour les prochaines 24 heures restantes de son fils. Et il a une meilleure amie avec qui il est très proche aussi. Et on a le deuxième protagoniste qui lui, il s'appelle Rufus, j'avais oublié son prénom, c'est horrible hein, si j'oublie. Il est orphelin et il a vécu dans une famille d'accueil où il a rencontré ses frères adoptifs, il a rencontré une petite amie, enfin son ex maintenant. C'est une famille d'accueil qui est vraiment très accueillante, très chaleureuse. Du coup ils vont devoir apprendre à se détacher, à dire adieu en fait à leurs proches. Et c'est l'un des éléments les plus bouleversants de ce récit. En fait ce récit il m'a angoissée pour plusieurs raisons. Le fait de voir des jeunes qui sont tellement attachants, vraiment ils sont tellement purs. Plus tu t'avances et plus tu t'attaches à eux et puis ils t'émeuvent, ils te touchent par leur personnalité à la fois unique, très différente mais en même temps très attachante et très lumineuse à leur façon. Plus t'avances plus tu te dis putain mais pourquoi ils doivent mourir, genre le monde il va devenir tellement moche quand on va perdre ce genre de jeunes personnes, tu vois. Et tu te dis, t'arrives pas à y croire en fait. Et aussi le fait de les voir, devoir dire adieu à leur entourage qui les aime tellement. Et aussi le fait du coup de se mettre à leur place et de se dire, t'imagines, t'es à leur place et on t'annonce que dans les 24 prochaines heures, peu importe ce que tu vas faire, tu vas mourir. Ça m'a angoissée en fait. En fait, j'avais un problème avec ce livre, c'était la philosophie globale du livre, le fait qu'il faut profiter de la vie tant qu'on peut, vivre l'instant comme si c'était le dernier. C'est un peu cliché, c'est une philosophie qui est assez forcée. Moi je suis en mode juste laissez-moi vivre ma vie, genre laissez-moi prendre mon temps au pire. Du coup j'avais un peu ce problème là parce qu'il y a des petits moments vraiment pas subtils pour mettre en avant cette philosophie, ce message. Ça m'a crispée en fait, tu vois, pour moi c'était trop forcé, c'était peu naturel. Genre il y avait un moment où t'avais Matteo qui montait dans les escaliers et à un moment elle avait failli trébucher en avant et Rufus lui dit c'est mieux de chuter en avant qu'en arrière. Ouais bah du coup ouais, c'est moins dangereux, mais tu sais il y a cette philosophie, il y a cette métaphore de la vie en mode ouais c'est mieux. Non j'ai la flemme d'expliquer parce que c'est tellement évident, mais pour moi j'étais... Oui c'est bon on a compris. Aussi autre point que j'ai pas trop aimé, c'était qu'on basculait dans le point de vue de d'autres personnages secondaires qui soit ils étaient liés plus ou moins au fait de mourir dans les prochaines 24 heures, soit non. Il y avait des points de vue quand c'était pas de l'entourage de Matteo et de Rufus, par exemple de leur frère adoptif, de leur meilleur ami ou quoi, j'étais vraiment pas intéressée. Je trouvais que ils apportaient pas grand chose, à part quelque chose mais c'est en rapport avec la fin. Au niveau des points positifs, comme je le disais, les personnages ils sont hyper attachants, il y a cette
touche d'innocence en même temps de maturité qu'ils prennent au fur et à mesure de l'aventure. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que même si j'ai pas trop accroché au message délivré, enfin c'est pas que j'accroche pas, c'est juste que c'est redondant et que c'est pas original, mais j'ai bien aimé comment c'était délivré parfois, parce que en fait ce que j'avais peur, c'est que comme Matteo, c'est un gars très introverti qui a pas pris beaucoup de risques dans sa vie et qui a regretté de pas avoir suffisamment profité de sa vie, j'avais peur que du coup dans ces dernières 24 heures il fasse des trucs de ouf, tu vois, et ça devienne un peu surréaliste, tu vois, alors que là il accomplit des choses, par exemple rendre visite une dernière fois à son père, à sa meilleure amie, faire des petites choses et tout, éprouver des petites sensations, mais pas des choses hyper surréalistes, des choses qui sont à notre portée. Et j'ai trouvé que son aventure restait simple, mais c'était cette simplicité qui rajoutait de l'humanité et de l'émotion à son aventure, parce que ça paraissait proche de nous, ça paraissait proche de ce que nous on pourrait vivre si on avait que 24 heures. Tu vois, en 24 heures on va pas prendre un avion et aller à l'autre bout du monde ou quoi, on va faire en vrai peut-être des choses simples mais avec les bonnes personnes, et c'était très touchant. Et j'ai envie de pleurer, tu te dis c'est ces dernières 24 heures et ça va tellement laisser un grand vide en fait. Matteo c'est un gars, il est tellement pur, il est tellement attentionné avec le peu de ses proches, c'est quelqu'un de très lumineux à sa façon, il est très gentil en fait. Ça peut sembler ennuyeux pour un personnage, mais sa gentillesse elle m'a vraiment touchée, elle m'a vraiment attendrie. Tu te dis on a besoin de ce genre de personnes dans le monde, et tu te dis pourquoi tu es ce genre de personnage, enfin c'est horrible. Pour Rufus, ce qui a été intéressant avec lui, c'est que quand on le découvre, il est en train de faire quelque chose de pas très cool. Du coup tu te dis ah ok, c'est ce genre de personnage un peu bad boy ou quoi, mais en fait pas du tout. On apprend à le connaître à travers ses liens avec sa famille d'accueil, son amour pour son entourage, comment il exprime son amour à travers sa sensibilité, à travers des petites anecdotes assez subtiles. Par exemple, il y a une petite anecdote, ça dit que quand on lui chante joyeux anniversaire, il a du mal à retenir ses larmes d'émotion. Et moi je me dis, un gars qui est comme ça, qui est aussi sensible pour ça, qui est sensible, aussi reconnaissant envers l'amour qu'il reçoit, c'est juste un enfant tellement précieux, tu vois. Et du coup j'ai adopté ces deux. Après voilà, c'est une romance, et pour moi je m'étais dit, est-ce que c'était obligé d'avoir une romance? Si c'était resté comme une amitié, ça m'aurait suffi, parce que vraiment leur amitié elle est très forte, parce qu'ils s'apportent mutuellement, genre c'est parce qu'en 24 heures ils apprennent à se connaître, ils sont déjà très proches. La romance du coup elle m'a semblé forcée, ils sont déjà très fusionnels au niveau romantique, et même si ça m'a fait pleurer, même si j'ai trouvé ça très attendrissant, même s'il y avait des scènes que j'ai trouvé très touchantes, j'ai pas réussi à vraiment m'impliquer et à vraiment être convaincue par leurs sentiments. En fait je l'ai lu en un jour, et l'histoire elle se passe en espace de 24 heures à peu près. Du coup c'est comme si j'avais vécu avec les personnages cette journée là. Entamer ce livre c'est comme vivre comme les personnages, même si tu sais que au bout du compte tu vas mourir ou tu vas souffrir, parce que tu sais qu'ils vont mourir à la fin, tu t'engages quand même dans cette aventure, tu t'engages quand même dans cette vie, et t'en profites un maximum, tu prends le risque de rencontrer les personnages et de souffrir par la suite en les quittant, en voyant leur dénouement tragique, parce qu'en fait ils en valent le coup. Ils valent le coup d'être rencontrés parce qu'ils sont merveilleux comme enfants. Et voilà. Et en conclusion, et qu'est-ce que je fais? Attendez. 李明的周末生活。李明在一家贸易公司上班，他平时拼命工作，到了周末才能好好放松一下。可是最近公司的工作很紧张，他已经连续几个周末都没有休息了。不过这个周末不用加班，他要和女朋友一起度过。想到这里，李明马上拿起电话来给女朋友小丽打电话。可是电话刚打断。